Bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur entraîner votre cerveau. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment construire un modèle en utilisant PyTorch, un modèle de classification. La dataset utilisée est la même que celui qu'on a vu ensemble dans la partie 1 de ce cours. Je vous conseille de la revoir d'ailleurs. Et sans plus tarder, commençons. Alors avant de passer à la construction de notre modèle, on va juste faire une petite révision sur le cours précédent. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu d'abord c'est quoi scikit-learn. On a dit que scikit-learn est une librairie qui contient beaucoup d'autres fonctions très utilisées en machine learning, comme la génération de datasets, les fonctions pour la régression et les fonctions pour la classification. Dans notre cas, on a utilisé scikit-learn pour générer des datasets. On a dit que la dataset de scikit-learn, dans notre cas qu'on a pris, est make circles. Elle contient des datasets de cercles qui contiennent les coordonnées de chaque point x et y, qui sont les inputs, et les labels sont, ou bien les y, sont l'appartenance à l'un de ces cercles. Donc, on peut clairement dire qu'ici, on va essayer de classifier la dataset s'il appartient au cercle bleu ou bien s'il appartient au cercle rouge. D'accord? Donc, les inputs vont contenir les coordonnées x, y des points de ces datasets et les labels vont dire 0 ou bien 1 s'ils appartiennent au premier cercle ou bien au deuxième cercle. Alors, on a généré 1000 datasets, on a vu leur taille, on les a printés ensemble. Après, on les a convertis en pandas de data frame. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour les arranger sous forme de tableaux X1, X2 et les étiquettes ou bien les labels pour pouvoir les manipuler après. Après ça, on a reploté notre dataset pour vérifier qu'effectivement, on a deux types de cercles. Et après ça, on a converti le type de nos données. Ben oui, en fait, les données qu'on a sont de type NumPy. Et vu que PyTorch aime les tenseurs, donc on doit convertir les NumPy en tenseurs. Comment ça? On utilisait from NumPy, on a le NumPy en torch.flows, d'accord? Donc, on a vérifié qu'effectivement la conversion est effectuée avec succès. Et après ça, on a vérifier, ou bien on a séparé ou bien divisé nos datasets en datasets d'entraînement et datasets de testage. Maintenant, on passe à la construction de notre modèle. Vu qu'on utilise PyTorch, ou bien vu qu'on va utiliser PyTorch, alors comme on a déjà vu dans les cours précédents, donc on va importer Torch. Aussi, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on a aussi besoin d'une fonction très importante qu'on a déjà vue ensemble aussi, donc qui est la fonction NN. Donc, from torch import NN. On a déjà dit que NN est une fonction très importante en machine learning pour la classification, la régression. Elle contient aussi les fonctions de perte, les optimizers, etc. Donc, la première étape est d'abord de utiliser ou bien de définir le device qu'on va utiliser dans l'entraînement. Donc, on va utiliser CUDA si if. Donc, CUDA c'est le GPU. If torch dot CUDA dot is available. Donc, si notre PC ou bien, disons, si notre plateforme, comme ici Google Colab, contient ou bien on est en train d'utiliser un GPU, elle va donc utiliser le CUDA, car cette fonction va retourner true. Sinon, donc, on va utiliser le CPU. Pour l'instant, je suis en train d'utiliser le CPU car il y en a beaucoup de monde sur le T4. Donc, on va encore utiliser ou bien l'essayer pour voir. Voilà. Donc, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui utilise le GPU maintenant et parce que aussi, j'ai pas vraiment le mode payant dans ce compte. Donc, il m'autorise pas à utiliser le GPU pour l'instant. Donc, il me dit que j'ai seulement le CPU comme option. Mais c'est pas grave vu que dans ce cours, on va pas vraiment faire des calculs intenses qui ont uniquement besoin du CPU. Donc voilà, on a ici le CPU. Donc d'abord, je fais run all parce que lorsqu'on change de machine ou bien de GPU, donc on doit réexécuter tout. Donc voilà, on a défilé le device. Maintenant, pour la construction du réseau de neurones, on doit d'abord savoir les inputs et les outputs de notre réseau de neurones. Eh bien oui, on va prendre un exemple, Neural Network, juste pour comprendre qu'est-ce que je veux dire par ça.
Donc voilà. On va prendre par exemple cette image. Donc ici, on peut clairement voir que notre réseau de neurones a des inputs et des outputs. Donc les inputs représentent, dans notre cas, quels sont les inputs. Donc c'est les extrains, ou bien la dataset d'entraînement. La dataset d'entraînement représente quoi? Donc comme on l'a déjà vu précédemment, la dataset d'entraînement représente les points X, ou bien les coordonnées X et Y de chaque point de cette dataset. Et les étiquettes Y représentent 0, 1. Donc 0 si elle appartient au premier cercle, ou bien 1 si elle appartient au deuxième cercle. Donc ça, c'est pour les entrées de notre réseau de neurones. Et pour l'entrée, donc il sera de même taille que celui de la sortie, qui sera 0, 1. Donc on a une seule sortie. Ou bien, en d'autres termes, on a une classification binaire, quand on utilise uniquement les 0 et les 1. Donc maintenant, on va traduire tout ça en code. Donc comment on va faire ça? On va d'abord définir la classe qui sera dans notre cas circle model v0. On va ouvrir les parenthèses. Donc ici, on va mettre un.module. Donc c'est les mêmes étapes qu'on a déjà fait dans les cours précédents. Si vous voulez encore jeter un coup d'œil pourquoi on est en train d'écrire tout ça, donc soit vous pouvez directement revoir le cours de Python orienté objet, ou bien directement voir mes cours précédents. Donc def, donc ici on a def, on a un espace. Voilà, donc après on a super et dot init. Après, on ouvre les parenthèses et voilà. Maintenant, on commence à construire nos couches de réseau de neurones. Donc, la première couche qui sera self.layer1 va prendre nos datasets comme input. Donc, on a un, on va déclarer un réseau de neurones linéaire ici. Donc, qui aura la forme AX plus B. Comme in features, donc qu'est-ce qu'il va prendre comme input? Comme on a déjà dit précédemment, donc il va prendre les coordonnées x, y de chaque point des datasets. Donc ce sera égal à 2. Et les out features, donc maintenant qu'est-ce qu'on veut? On veut bâtir deux réseaux de neurones. Et il faut savoir que les réseaux de neurones, bien deux couches de réseaux de neurones. Et comme on a déjà vu, voici un exemple de deux couches de réseaux de neurones. Alors, la première couche va prendre comme entrée les inputs ou bien la dataset. La deuxième couche va prendre comme entrée quoi? Eh bien, elle va prendre comme entrée les sorties du réseau de neurones précédent. Donc, il faut avoir exactement le même nombre de réseaux de neurones qu'on a. Que le réseau précédent. Donc, par exemple, ici, on va prendre un réseau de neurones de 5. Dans la deuxième couche, self.layer1, donc est égal à nn.linear. Ici, les in features, comme on vient de dire, vont être égales au nombre de couches de la sortie, ou bien au nombre de neurones de la sortie de la couche précédente. Donc, le nombre de sorties de la couche précédente est 5. Donc, le nombre d'entrées de la deuxième couche, ici c'est 2, sera égal à aussi 5. Voilà, ça c'est pour les in features. Maintenant, les out features. Les out features, donc on va se contenter que de ces deux couches. Donc, le out feature sera égal, ou bien va prédire notre étiquette. Dans notre cas, l'étiquette est soit 1, soit 0, donc c'est un système binaire. Donc, on n'aura qu'une seule output, s'il appartient au cercle numéro 1 ou pas. D'accord? Donc, et quand il n'appartient pas au cercle numéro 1, donc automatiquement, il va appartenir au cercle numéro 2. Donc, ça, c'est pour la classification binaire. On n'a qu'une seule option, soit il appartient à ce cercle ou pas. Donc maintenant, on revient à notre réseau de neurones. Donc on va maintenant définir la fonction forward. Donc def forward va prendre comme input le self et nos datasets x. Donc elle va retourner quoi? Donc return. Donc elle va retourner quoi? Elle va retourner self. On va commencer. Donc comme on vient de dire, quelle couche va prédire notre output ou bien notre étiquette. Donc, c'est la deuxième couche, ok? Et la deuxième couche va prendre quoi comme input? Elle va prendre les sorties de la première couche. Et la première
couche va prendre quoi comme input? Ben, elle va prendre les coordonnées x, y de notre dataset, qui sont 2. Donc, on va traduire ça, tout ça dans la fonction forward. Donc, on a self.layer2, d'accord, qui va prendre comme input quoi? Donc, self.layer1, et qui va prendre comme input quoi? Ben, notre dataset d'entrée, d'accord? Alors, ça, c'est pour la classe de notre modèle. On va tester cette classe pour voir que tout marche bien. Donc, on va définir un modèle de type circle modèle v0. On va ouvrir les parenthèses. Et on va maintenant directement printer les paramètres de ce modèle en utilisant la fonction stateDect. Voilà. Donc, on dirait bien qu'on a une erreur qui est donc super. D'accord. Donc, super object has no attribute circle in it. Ok. Là, c'est ici, j'ai oublié de ajouter les 2-8. Voilà. Contrôle entrée. Voilà. Tout maintenant marche bien. Donc, on peut clairement voir que notre modèle se compose de 2 couches. Donc, on a la première couche Layer 1 et la deuxième couche Layer 2. Donc, la première couche Layer 1 se compose en poids, les weights, qui sont une fonction de 5 fois 2, 5 lignes et 2 colonnes, et de 5 bytes. Donc, voilà, les bytes ils sont ici. Pour la deuxième couche, on peut clairement voir qu'elle se compose d'un tenseur de 1 fois 5, donc le voilà, et d'un seul byte. Donc les paramètres sont initialisés d'une façon aléatoire. Et c'est ça. Donc maintenant on passe à la deuxième méthode de la construction de notre modèle. Donc ça c'est la méthode qu'on a toujours vue ensemble. Donc en fait il y a une méthode plus facile qui est d'utiliser un sequential. Donc on va mettre que notre modèle 0 est égal à sequential. On va ouvrir les parenthèses et on va commencer à définir nos couches de réseau de neurones. Donc la première couche est nn.linear. On va commencer par entrer les in features. Donc in features, dans notre cas, ils sont égales maintenant à 2. Et les out features, donc c'est les mêmes que le réseau de neurones précédent. Donc les out features sont égales à 5. D'accord? Même chose, maintenant, la deuxième couche, linéaire, est égale à quoi? Ben, comme je l'ai déjà dit, c'est la même que le réseau précédent. Pardon, ici, juste, on ajoute la virgule. Donc, linéaire, c'est in features est égal à quoi? Donc, maintenant, est égal au output du réseau, bien de la couche de réseau de neurones précédente qui est ici 5. Donc, est égal à 5. Et le out features de ce dernier est de 1, car c'est lui qui va dire s'il appartient à ce cercle ou pas. Donc voilà, on a défini un autre modèle d'une manière plus facile. Maintenant, on peut encore le confirmer, on va l'appeler modèle 1. On peut encore le confirmer en utilisant modèle 1.stateDect. On ouvre les parenthèses et voilà, donc on peut clairement voir qu'on a Eh bien qu'on a fait une petite erreur. Donc la petite erreur, c'est que ici, donc on a généré 3 couches de réseau de neurones. Pourquoi on a 3 couches de réseau de neurones? Ben tout simplement parce que, donc laissez-moi voir où est l'erreur. Donc donc ici, ok, donc la première, la deuxième, la troisième. Donc, je vois pas vraiment où est l'erreur, hein. Donc linéaire, une fuseuse, normalement ça devrait marcher sans aucun problème. On va juste rebuilder le modèle. Donc voilà, on dirait bien que le problème était de Google Colab. J'ai rien changé comme vous pouvez le voir et tout s'est bien exécuté. Donc on a bien un vecteur de pardon. Donc voilà, on a bien un vecteur de 2 fois 5, de 5 fois 2 lignes. Donc ça c'est pour le poids, ça c'est pour la première couche et le base est de 1 fois 5. Et le deuxième couche est les weights sont de 1 fois 5 et le base on a qu'un seul.
Donc, c'est le même réseau qu'on a déjà bâti précédemment. La seule différence est l'initialisation des paramètres. Donc, ici, on peut clairement voir qu'il y a une différence entre les différents paramètres. Les deux modèles sont équivalents. Donc, vous pouvez soit écrire avec celui-là, soit avec celui-là. Moi, j'aime bien écrire avec celui-là parce que c'est plus, ou bien un mélange des deux. Donc, je crée une classe, mais avec un sequential. On va voir dans les cours au futur. Mais en tout cas, ça, c'est les méthodes qui existent pour bâtir un modèle ou bien construire un modèle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite prédiction pour s'assurer que le modèle marche bien. Donc on va choisir le modèle 0. Donc comme toujours, avant de faire n'importe quelle prédiction, on doit désactiver quelques fonctions de torche en utilisant with torch.inference. Inference en anglais, ça veut dire prédiction mode. Donc ça veut dire qu'on va faire des prédictions. Donc on va dire que untrained, on va les appeler untrained, donc qui ne sont pas entraînés, predictions, sont égales au modèle, pardon, ici c'est 0, 2, on va prendre les x-tests, bien nos x-tests. On va faire un contrôle entrée, et voilà, maintenant on va printer ces untrained dataset, pardon, donc untrained predictions. Ok, maintenant la surprise qu'on va voir, c'est qu'on peut clairement voir qu'on a des prédictions un peu bizarres. Ben oui, normalement, on devrait trouver quoi? La sortie de modèle est 1. Elle va nous donner les étiquettes. Les étiquettes seront quoi? Seront soit des 0, soit des 1. Ben oui, parce qu'on est dans la classification binaire. Voici les étiquettes. Soit notre point, ou bien XY dataset appartient à ce cercle ou bien pas. Mais on peut clairement voir qu'on a des nombres on n'a pas des 0,1, on a des nombres un peu réels, voilà, c'est 0,0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser torch.round pour mieux visualiser ces valeurs. Donc lorsque ces valeurs sont supérieures à 0,5, elle va donner 1. S'ils sont inférieurs à 0,5, donc elle va donner 0. Et voilà, on peut clairement voir qu'on a des prédictions un peu bizarres aussi, ben, tout simplement parce que euh, notre modèle n'est pas entraîné. D'accord? Ben, on va faire une petite comparaison. On va comparer entre les 10 éléments de ces datasets qui ne sont pas entraînés avec les 10 éléments des valeurs réelles. Donc, voici les valeurs réelles. Donc voilà, on peut clairement voir déjà qu'il a faussé dès le premier coup. Pourquoi? Ben tout simplement parce que les paramètres ne sont pas entraînés. C'est pour ça qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Maintenant, après avoir construit notre modèle, on va passer aux fonctions de perte et l'optimizer. Donc, d'abord, la fonction loss function, bien la fonction de perte, comme je l'ai déjà expliqué, c'est quoi? C'est à quel point notre modèle a fait des résultats ou bien a donné des résultats fausses. Et donc, il va calculer l'erreur entre les résultats prédits par le modèle et les véritables étiquettes ou bien les étiquettes justes. Et la fonction ou bien l'optimizer va faire quoi? Eh ben, il va utiliser ce résultat pour savoir vers quelle direction il doit updater ou bien mettre à jour les poids et les bias. Donc, c'est ça la relation entre les deux et c'est ça le rôle de chacun. On va commencer par la fonction de perte. Donc, loss function is equal to anand.bcu with logits loss. Donc ici, c'est quand il commence, à chaque fois, il commence par un majuscule. Donc ici, on a un W majuscule, ici un L majuscule et ici, donc, on a déjà fait le majuscule. Donc c'est ça pour la fonction de perte. Donc si vous voulez vous documenter à propos de cette fonction, vous pouvez aller directement au site officiel de PyTorch, BCU with logits loss. Donc cette fonction fait quoi? Donc voici l'expression mathématique de cette fonction. Lorsque y de n, qui est notre sortie, qui est, je répète, une sortie binaire, donc c'est soit 0, soit 1. Soit il appartient à ce cercle, soit il n'appartient pas à ce cercle. Soit c'est un chat, soit il n'est pas un chat. Donc lorsque yn égale à 1, il va activer cette partie de l'équation. Et lorsque y de n est égal à 0, il va activer cette partie de cette équation. Donc, il y a beaucoup de détails à parler ici, mais je vais juste me restreindre à cette explication. Au futur, je vais peut-être faire une petite bien une vidéo complète sur cette loss function pour bien comprendre l'origine et aussi comment ils ont trouvé cette expression.
Donc, comme je l'ai déjà dit, donc ça c'est pour loss function. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va définir notre optimizer, d'accord? Optimizer qui va être égal à quoi? Donc, on va utiliser le optimizer célèbre qui est torch.optim.stochastic gradient descent. On a déjà parlé dans une vidéo précédente, qui va prendre deux paramètres. D'abord, les paramètres de notre modèle, qui est donc les paramètres du modèle 0, dot parameters. On ouvre les équations. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième, c'est learning rate, donc qui va être égal à, généralement, on prend 0,1, mais pour l'instant, vu que je sais déjà c'est quoi le résultat, on va prendre 0 égale 1. On a donc, comment le définir, le learning rate? Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, on commence généralement par 0,01 ou bien 0,01. Et on observe. Si notre modèle converge mais il est trop long, on augmente le learning rate à chaque fois pour avoir les performances ou bien pour trouver les performances optimales. Si on observe que le modèle diverge ou bien ne converge pas, comment voilà une bonne question. Comment on sait si notre modèle converge ou pas? En observant le loss function. Le loss function représente, encore une fois, à quel point notre modèle a faussé les résultats. Donc, lorsque la fonction de perte augmente, ça veut dire qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Lorsqu'elle diminue, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment fait beaucoup d'erreurs. Donc, si notre modèle converge, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment fait beaucoup d'erreurs, on peut diminuer le learning rate. S'il a fait beaucoup d'erreurs, donc la fonction de perte augmente, donc on doit diminuer le learning rate. D'accord? Donc ça, c'est pour le learning rate. Maintenant, on va définir une autre fonction très intéressante dans notre cas qui est l'accuracy function. On va l'écrire manuellement juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc l'accuracy function va être utilisée pour savoir à quel point notre modèle a fait des résultats justes ou bien c'est, on peut dire le contraire de la fonction de perte, d'accord? Donc, on va définir accuracy function. On va ouvrir les parenthèses. On va prendre, logiquement, on va prendre quoi? Donc, y, les véritables y, on va les appeler y true, et les y predict, ou bien y de prédiction, par notre modèle. Il va faire quoi? Donc, il va calculer à chaque fois la somme de tous les éléments qui ont été prédits correctement en utilisant torch equation ou bien equality. Y true slash y prediction. Donc ça, et on va faire dot, on va prendre la somme utilisant la fonction somme, mais aussi on va les prendre comme item pour les détacher. Donc voilà, ça c'est pour le calcul à chaque fois du nombre de fois que notre modèle a réussi à faire des prédictions justes. Après ça, on va calculer l'accuracy. Donc l'accuracy, logiquement, c'est quoi? C'est les nombres que notre modèle a trouvé corrects divisé par le nombre total des datasets. Donc sur length de Y predict. Et elle va retourner quoi? Elle va retourner return, donc accuracy. Donc ça, c'est pour notre fonction. Donc, encore une fois, cette fonction va faire quoi? Elle va calculer le nombre de fois que notre modèle a fait des prédictions justes. Elle va diviser ce nombre par le nombre total des valeurs qu'on a. Et elle va retourner l'accuracy ou bien la justesse, à quel point notre modèle a fait des prédictions justes. Donc, ça sera généralement un pourcentage. On peut multiplier ici par 100 pour récupérer un pourcentage. Donc, on va faire multiplier par 100. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va parler d'une notion très importante qu'on n'a pas déjà vue ou bien qu'on a passée auparavant, et c'est celle des Untrained Predictions. Donc, ici, les prédictions qui sont pas entraînées, qu'on a générées ici, on peut clairement remarquer qu'ils sont tous des zéros. Et ça, c'est pas vraiment logique. Ben oui, parce que normalement, on devrait trouver un mélange entre 0 et 1. Ben tout simplement, tout ça, c'est à cause des logits ou bien des outputs de notre modèle qui sont des outputs bruts. En fait, ils symbolisent rien. C'est juste une fonction c'est juste une fonction linéaire qui a généré ces data. Donc,
Pour mieux les symboliser, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser quelque chose qui s'appelle, ou bien une fonction qui s'appelle semoid. Donc, semoid, c'est quoi? C'est une fonction qui est utilisée pour savoir à quel point notre valeur est proche de 1. D'accord? Donc, elle va donner la probabilité d'être proche de 1. Elle est généralement utilisée en binary classification. Voici son site officiel dans PyTorch. Vous pouvez le trouver en tapant Semoid dans PyTorch, dans Google. Donc, ça, c'est son graphe et ça, c'est son expression mathématique. Alors voilà, donc comment on va utiliser cette fonction afin de transformer nos logits en probabilité? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des Y prediction probe. D'accord? Alors ces Y prédictions vont prendre torch.semoid et on va ouvrir les parenthèses et prendre untrained predictions. Donc ce sont les prédictions qu'on a prédites déjà. Donc on va prendre voir plutôt les 10 premiers éléments de cette probabilité, donc probe, et on va prendre les 10 éléments. Donc contrôle entrée. Et voilà, on peut clairement voir que cette fois-ci, elle nous a donné un taux de probabilité. On peut clairement voir qu'on a des probabilités qui varient entre 0,5, 0,4, etc. Donc maintenant, comment les transformer en une classification binaire ou bien des valeurs binaires, ça veut dire entre 0 et 1, en utilisant la fonction qu'on a déjà vue auparavant, qui est la fonction around, qui va donner la valeur la plus proche à cette valeur. Si elle est supérieure ou égale à 0,5, ben elle va donner 1. Si elle est inférieure à 0,5, elle va donner un 0. Donc comment ça? Donc on va juste utiliser torch.rand. On va ouvrir les parenthèses, prendre y, preds, probe qu'on vient de générer et contrôle entrée. Donc on dirait bien, ah oui c'est O, c'est pas A, pardon, donc c'est O. On dirait bien que je me suis foiré par rapport à, donc, ah c'est OU, ben oui. Et voilà, donc on peut clairement voir que maintenant on a des résultats plutôt logiques. On a une variation entre les 0 et 1. Bien sûr, ces résultats, bon, si on prend uniquement les 10 éléments, donc les petits premiers éléments, voilà. Donc on peut clairement voir que ces résultats sont plus logiques. Maintenant, on a une variation entre 0 et 1 et pas tous des valeurs nulles. Donc maintenant, comment bon, il faut savoir que ces résultats sont pas vraiment justes. Ben, tout simplement parce que notre modèle c'est pas toujours entraîné. Donc voilà. Donc si on compare, on peut clairement voir qu'il n'a pas vraiment, qu'il est en train de fausser quelquefois, comme le dernier résultat ici qui est 0, qui est 1. Alors en réalité, c'est un 0. Maintenant, on va passer à la crème de cette leçon, qui est la construction de la boucle d'entraînement. Eh ben oui, ben d'abord, comme on a déjà vu, notre modèle ne se débrouille vraiment pas dans ses prédictions. Donc, comment régler ça? Ben, on va mettre le modèle à s'entraîner tout seul. Donc, comment on va faire ça? Ben, on va commencer d'abord par définir le nombre d'époques. Alors déjà, on a parlé du nombre d'époques, c'est quoi? On a dit que une époque, ça veut dire que notre modèle a passé par tous les datasets qu'on a. D'accord? Donc, par exemple, si on pose époque, qui est le nombre d'époques, pardon, c'est ce 100 E en anglais. Donc, on pose 100, ça veut dire que notre modèle va passer 100 fois à travers les données. Mais avant ça aussi, on doit définir torch.manual seed. Pourquoi? Ben, tout simplement pour qu'à chaque fois qu'on exécute notre boucle d'entraînement n'aura pas des variations dans les données. Certes, il y en a des cas auxquels c'est bien de varier le site, mais dans notre cas, c'est pas vraiment intéressant d'avoir plusieurs résultats différents à chaque fois qu'on exécute la boucle d'entraînement. D'accord? Et aussi, on a troche.cuda.manual seed. Donc ça, c'est quand on utilise le GPU. Dans notre cas, on est en train d'utiliser le CPU. J'ai déjà expliqué pourquoi. Ben, tout simplement parce qu'il y en a du monde qui demande le GPU. Peut-être maintenant, si on essaie, on va trouver que le GPU est libre, mais c'est pas vraiment nécessaire vu qu'on doit réexécuter tous les cellules. Donc ça, on a défini ça et ça et ça. Maintenant, on va passer aux boucles d'entraînement. Donc for epoch in, in range of epochs,
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer d'abord par prendre le modèle et le mettre sous la forme ou bien en mode entraînement en disant model.train. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va calculer les logits. Comme je l'ai déjà dit, les logits sont les résultats bruts de notre modèle. Donc, Y logits. Alors, ces logits sont les résultats de notre modèle, donc modèle 0, et de X-train, de X d'entraînement. Pardon, X-train. Voilà. Aussi, dans une petite observation ici, on doit ajouter le fonction squeeze après. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si on fait uniquement ça, donc on aura le résultat suivant. Et comme on peut voir, le résultat suivant est sous forme colonne. Donc on a le nombre de n lignes fois 1. Mais la fonction de perte accepte uniquement les valeurs comme le y-test qui sont les vecteurs lignes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser la fonction squeeze afin de se débarrasser de la dimension en plus qui est le 1 ici de la colonne pour avoir un vecteur ligne. Donc, comme ça, on va avoir un vecteur ligne pour pouvoir l'utiliser dans la fonction de perte. Après ça, on a y prediction, donc qui vont être égales à torch dot around. On va ouvrir les parenthèses. Elle va contenir la probabilité des logits qui est torch dot sin moid. On ouvre les parenthèses. On a y logits. Donc ça, c'est juste pour visualiser un peu le truc. Parce que en fait, on n'a vraiment pas besoin des Y predictions, tout simplement parce que la fonction de perte qu'on a déjà déclarée auparavant utilise directement les Y logits. Donc ici, par exemple, on va utiliser donc ici c'est loss. Donc ici c'est loss qui va être égal à loss function de quoi? De Y train et les Y logits. Ou bien l'inverse, c'est la même chose. Logits. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est pour loss function. Après ça, on va calculer quoi? On va calculer accuracy. Donc, comme on a dit, c'est la justesse de notre modèle en utilisant la fonction accuracy function qu'on a déjà créée auparavant qui va contenir y-train. Et ici, dans cette fonction qu'on a déjà déclarée, ben ici, on a vraiment besoin de y-prediction parce que cette fonction ne gère pas vraiment les logits. On peut recréer notre fonction accuracy pour qu'elle gère les logits. C'est aussi facile. Ben, on va juste prendre cette ligne et la copier-coller dans la fonction accuracy. Mais bon, pour l'instant, c'est trop tard. On va juste continuer comme ça, d'accord? Et on va prendre y-predictions. Donc ça, c'est pour la fonction accuracy. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a mis notre modèle en mode d'entraînement. On a généré les logits. Maintenant, on va initialiser l'optimizer en utilisant optimizer.0grade. Donc, après avoir initialisé l'optimizer, on va faire une backpropagation en utilisant loss.backward. Voilà, comme ça, on a calculé les gradients. Et finalement, en utilisant le gradient qu'on a calculé, on va mettre à jour les poids et les bases en utilisant optimizer.step. Bon, en fait, peut-être que ça a l'air difficile, mais c'est vraiment facile lorsqu'on comprend très bien chaque pas, qu'est-ce qu'il fait, ou bien chaque ligne, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, après avoir fait ça, donc maintenant on passe à l'évaluation. Donc, pour passer à l'évaluation, on doit d'abord mettre notre modèle qui est en mode entraînement en mode évaluation en utilisant la fonction eval. On ouvre les parenthèses et on utilise with torch.inference mode. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on va juste commencer à prédire. Alors, with torch.inference mode, on va prendre les tests logits qui sont égales à modèle 0 qui s'est déjà entraîné pour une époque. Donc, on a déjà une mise à jour de X-test. Et aussi, comme on a déjà expliqué auparavant, pour pouvoir l'utiliser dans loss function, ben, on doit éliminer ou bien transformer le vecteur, ou bien notre tenseur de vecteur, la colonne en vecteur ligne, en utilisant la fonction squeeze ici. Voilà, et on va aussi prendre
Donc ça, c'est test logits. Bon, on va prendre aussi test pred pour calculer l'accuracy aussi ici. Donc test prediction est égal torch. Je commence à regretter de ne pas l'avoir introduit directement dans la fonction accuracy. Alors .torch.run, 2 torch.sign mode. Mais bon, c'est un bon entraînement afin d'écrire à chaque fois la fonction et, comme on dit en anglais, get used to it. Test logits. Voilà, donc je crois jusqu'ici c'est bon. Maintenant on va calculer loss. Donc on a loss function test qui est égal à loss function. On va prendre les deux. Donc on a test logits et aussi les y test. Donc ça. Et pour le test accuracy, donc aussi on va utiliser la fonction accuracy function et la justesse encore une fois. Donc, elle va contenir quoi? Donc, elle va contenir un test predictions et aussi, donc, voilà, le Y test. Donc, jusqu'ici, je crois que tout va bien. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va juste printer if epoch, disons chaque 10 fois. Ok, pourquoi pas? Chaque 10 fois, on va, chaque fois qu'on a l'époque qui est un multiple de 10, en utilisant le modulo ici, donc on va faire quoi? On va printer, donc, f string, donc on va d'abord printer l'époque, c'est quoi? Donc, époque. Après ça, on a quoi? On va printer le loss test. Ah, pardon, donc on a commencé avec les deux points, on continue avec les deux points. Donc, loss. Et aussi, on va printer le loss. Donc, ça, c'est le loss train. Et aussi, on va printer le loss test. Donc, ça, on va mettre ça. Et après ça, on a le test loss. Aussi, pourquoi pas, on va printer aussi l'accuracy. Donc, on va mettre l'accuracy de l'entraînement accuracy terrain égale à accuracy. Donc, et aussi, on va mettre accuracy ici. Donc, accuracy test égale à quoi? Donc, à test accuracy. Donc, je crois que tout va bien jusqu'ici. Donc, on va faire un petit contrôle entrée pour voir la justesse de notre modèle. J'espère qu'on n'aura pas d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on dirait bien qu'on a l'erreur très... Ah oui, je me suis trompé dans le nom de Simon. Donc, ici, c'est... On enlève le 1. Voilà, ici aussi. Donc, c'est 1-2-8. Contrôle entrée. On dirait bien qu'il n'a pas fait encore le contrôle entrée précédent. Oui, je sais. Donc, contrôle entrée. Voilà. Donc, notre modèle s'est bien entraîné. On peut clairement voir que le loss terrain, c'est un peu resté fixe. Bon, qu'est-ce que je conseille? Je conseille aussi de multiplier par 100 et d'ajouter aussi, donc après ça, un pourcentage afin de le voir comme disons, un pourcentage, voilà, la justesse. Donc ici, pourcent, on va contrôle entrée encore une fois. Donc ici, on peut clairement voir qu'il a fait de très bonnes prédictions, pour être honnête, mais pas aussi bonnes. Pourquoi ça? Ben, tout simplement parce qu'on a une justesse de 50%. Ça veut dire qu'il réussit à trouver si ce point appartient à le cercle ou pas d'une manière de 50% uniquement. Et ça, c'est un problème. D'accord? Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi on a uniquement que 50% des prédictions? Alors, je vais donner la réponse et on va confirmer cette réponse. Ben, tout simplement à cause de notre modèle. Eh ben oui, qu'est-ce qu'on remarque dans notre modèle? Ben, qu'il est composé uniquement de lignes. Il n'y a que des droites dans notre modèle. Donc, à chaque fois qu'il essaye de faire des prédictions ici, il va juste tracer des droites. Il va essayer de tracer des droites à chaque fois, comme ça, pour trouver une prédiction. Mais à chaque fois qu'il fait ça, ben, il va échouer. Tout simplement parce que ici, on n'a pas des droites, on a des cercles. Donc, lorsqu'on divise ces cercles en droite, ben, on va pouvoir juste estimer 50% des points justes et le 50% l'autre sera faux. Comment régler ce problème? Donc, c'est ça la question qui se pose.
Et voilà, on est arrivé à la fin de ce cours d'aujourd'hui. Si la classification en utilisant PyTorch vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un bouton j'aime afin de m'encourager à vous faire de plus en plus de contenu de ce genre. À très bientôt.